Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. L'Italie célèbre le retour des deux Simona. Les jeunes femmes visage radieux ont regagné Rome la nuit dernière, main dans la main, avant de retrouver leur famille. Elles indiquent qu'elles ont été bien traitées. Côté officiel, le versement d'une rançon a été confirmé puis démenti. En France, 8 ans après la fin des essais nucléaires, la justice ouvre officiellement une enquête sur les conséquences de ces tirs sur la santé des personnels, civils ou militaires. Des associations de vétérans soulignent le nombre élevé de décès prématurés et de cancers. Tout ça pour ça, en 1996, l'ancien président du Conseil général de Belfort était pris dans la tempête de l'affaire Gigastorage. On l'avait soupçonné d'avoir aidé l'entreprise dans des conditions frauduleuses. Christian Proust avait passé 15 jours en prison. Au deuxième jour du procès, il vient d'être blanchi par le procureur. Malaise dans l'Union européenne, la Grèce vient d'avouer avoir triché pendant 3 ans sur le montant de son déficit pour échapper aux foudres de Bruxelles. Une situation inédite dans l'histoire de la monnaie unique. L'élection présidentielle américaine, elle, n'est pas à l'abri d'un nouveau couac. 4 ans après les cafouillages en Floride, un rapport indépendant souligne les faiblesses des nouvelles machines à vote électronique. Enfin, le monde du rallye en deuil. Le motard français Richard Cinct, 3 fois vainqueur du Paris-Dakar, a fait une chute mortelle aujourd'hui au rallye des Pharaons. Il avait 34 ans. Des embrassades, des applaudissements, des rassemblements spontanés dans les rues. L'Italie a donc reçu comme un cadeau la libération et le retour dans la foulée de Simona Toretta et Simona Pari. Toute la journée, les deux jeunes femmes ont raconté leur captivité. Elles ne regrettent rien. Elles indiquent même qu'elles souhaitent retourner prochainement en Irak. Sur place à Rome, Karine Comazzi, Romain Potocki. Moins de 24 heures après sa libération, Simona Pari retrouve sa ville, sa famille, ses amis. Elle dit merci, mais son cœur semble ailleurs. Bien sûr, Simone me manque, dit-elle. Et l'Irak aussi. Je voudrais saluer et embrasser tous les Irakiens, les amis, les enfants, les femmes et tout ce peuple qui, nous le savons, nous a soutenus pendant ce dur moment. À 300 km de là, à Rome, Simona Toretta prononce quasiment les mêmes mots. Dès qu'ils ont su quel était notre travail, ils nous ont traités avec beaucoup de respect et de dignité. Vous retournerez en Irak? J'espère, j'espère. Toretta, Paris. Les deux Simones, unies par la captivité. Main dans la main, dès hier soir, à leur sortie de l'avion. Même sourire, même destin, même prénom. Sitôt arrivé, un hélicoptère les a emmenés au parquet où les magistrats de l'antiterrorisme les ont entendus. Pendant ce temps, dans Rome illuminée, la joie a déferlé. C'est une renaissance, c'est comme se retrouver après un long moment. C'est la lumière après l'obscurité. Au siège de l'association Un pont pour Bagdad, c'est la fin de 3 semaines d'angoisse. Pour fêter ce premier jour de liberté, un lieu symbole, le Capitole, le cœur de la Rome antique, qui ce soir unit tous les Romains. Les circonstances de cette libération restent en revanche à établir. Un haut responsable italien a indiqué qu'une rançon a bien été payée. Il a été démenti quelques heures plus tard par le ministre des Affaires étrangères, Frédéric Crotta, Claudia Billy. Quel prix les gouvernements occidentaux sont-ils prêts à payer pour sauver la vie des otages? À peine les deux Simones libérées par leurs ravisseurs, une polémique éclate en Italie. Un député, président de la commission des affaires étrangères, membre du parti de Silvio Berlusconi, affirme qu'une rançon d'1 million de dollars a été versée par le gouvernement italien. Le gouvernement s'est trouvé devant 2 solutions. Une, de faire une opération militaire de police, c'est-à-dire courir le risque qu'il y ait des dangers encore plus graves. L'autre, c'était de payer une rançon. Et je pense que ça a été utile. Démenti catégorique par la voix du chef de la diplomatie italienne. C'est le crédit accordé à notre pays et le dialogue constant avec les pays arabes qui a permis ce dénouement, affirme Franco Frattini. Beaucoup plus affirmatif, le patron koweïtien de ces 7 chauffeurs enlevés au début de ce mois. Il a reconnu avoir versé un demi-million de dollars en échange de leur libération. Le problème, c'est que le versement d'argent provoque une escalade des enlèvements, d'occidentaux bien sûr, mais aussi de ressortissants arabes. Des enlèvements qui se transforment en véritable business dans un pays en plein chaos
et qui, selon certains responsables d'ONG, représente une prime à la prise d'otages. L'attente se poursuit en revanche en Grande-Bretagne. Les ravisseurs ont diffusé une nouvelle vidéo de Kenneth Bigley, pieds et mains attachés par une chaîne, accroupi dans une cage. Il déclare que ses ravisseurs ne veulent pas le tuer et il accuse Tony Blair de mentir. Une mise en scène humiliante. Nous ne diffusons donc pas ces images, évidemment. En ce qui concerne Christian Chesneau et Georges Malbruno, un émissaire français prétend les avoir rencontrés à Bagdad à la demande d'un député UMP, Didier Julia, qui confirme cette démarche. Faut-il vraiment prendre ces déclarations au sérieux ? En tout cas, le Quai d'Orsay indique ne pas être au courant. Florence Bouquilla, Christian Autain. Hier soir, la chaîne saoudienne Al Arabiya diffusait une interview téléphonique de cet homme, Philippe Brett. Il s'est présenté à la télévision comme négociateur de la libération des otages français. Philippe Brett affirme avoir rencontré hier les otages avec leurs ravisseurs. Pendant que j'étais avec eux et les représentants du comité de la résistance, nous avons réussi à parler de la libération de Christian et Georges. Nous avons envisagé de tourner une cassette où Christian et Georges eux-mêmes annonceraient leur prochaine libération. Cet homme est surtout connu pour avoir fondé une association qui a milité pour la levée des sanctions de l'ONU contre l'Irak après 1990. La chaîne Al Arabiya reconnaît n'avoir aucune preuve de la fiabilité de ses propos. À Paris, un député de la majorité soutient l'initiative de Philippe Brett. Les deux hommes se connaissent bien, ils sont allés plusieurs fois ensemble en mission en Irak, à l'époque de Saddam Hussein. Philippe Brett, qui est mon collaborateur, m'a demandé d'aller sur le terrain. Je sais qu'il est prudent, je sais que c'est un professionnel. Je l'ai autorisé à aller sur le terrain il y a de ça 48 heures. Au Quai d'Orsay, on indique que Philippe Brett n'a pas été mandaté par la France et on souligne ne pas avoir connaissance d'un accord, rappelant la nécessité d'une discrétion totale. Ce matin, après le Conseil des ministres, Michel Barnier s'est d'ailleurs refusé à tout commentaire. Voilà, pas de commentaire ce matin, mais interrogé à nouveau sur ce sujet et cette rencontre hypothétique et un peu étrange, le ministre des Affaires étrangères s'est exprimé, c'était il y a quelques instants, nous l'écoutons. Donc il faut faire attention à tout ce qui se raconte, être très prudent, faire preuve de précaution, de patience. Nous continuons à travailler sérieusement, sincèrement pour obtenir aussi vite que ce sera possible la libération de Christian Chesneau, de Georges Malbruno et de leur chauffeur syrien. L'action de Philippe Brett, vous ne la connaissez pas? Je ne connais pas cette action ni cette personne. Voilà, cela fera 6 semaines, demain en tout cas, que nos 2 confrères ont été enlevés. À Montéguet en forêt, village d'origine de Georges Malbruno, la libération des 2 Italiennes a ravivé l'espoir. Benoît Gadret, Philippe Évêque. Un pavillon à la sortie du village. C'est ici que vivent les parents de Georges Malbruno. Depuis 41 jours, ils ne sortent pratiquement plus. Dans son jardin, Jean Malbruno occupe le temps. L'attente est interminable. Seul l'oncle de l'otage accepte encore de rencontrer les journalistes. Il témoigne du calvaire vécu par la famille. Il faut y vivre, hein. On se met toujours des idées dans la tête, quoi. C'est comme ça, hein. C'est pas comment que ça finit, ces trucs-là. Dans le petit village de Montéguet en Forez, les habitants s'interrogent sur les informations en provenance de Bagdad. On ne sait même plus quoi, ce qu'il faut croire et pas croire, quoi, à force de nous en raconter. Depuis 40 jours, ça commence à être long, quoi. Anne Verrier, le maire du village, craint, elle, que le temps joue contre les otages. Les habitants du village ont un peu peur, comme moi, que les otages, qu'on les oublie un petit peu. C'est vrai que ces derniers temps, ces derniers jours, on n'en parlait presque plus. Alors la libération des otages italiennes donne ici du baume au cœur, même si l'on reste très prudent, tant les faux espoirs ont été nombreux ces dernières semaines. Et pour qu'on ne les oublie pas, l'association Reporters sans frontières vient de réaliser un spot. France 2 s'associe à cette campagne. Voici ce petit film. Les journalistes sont nos yeux et nos oreilles. Sans eux, voici comment nous verrions le monde. Georges Malbruno, Christian Chesneau et leur chauffeur Mohamed Al-Joundi travaillaient en Irak pour nous tous. Ils sont otages, ne les oublions pas. Soutenez-les avec Reporters sans frontières. 8 ans après la fin des essais nucléaires, la justice a ouvert, je vous le disais, officiellement une enquête. C'est la première fois. Il s'agit de savoir quelles conséquences ont eu les tirs sur la santé des personnels civils et militaires. Les vétérans se plaignent depuis longtemps du nombre élevé, d'après eux, de décès prématurés et de cancers. Paul de Genève, Anne-Sophie Chaumier-Lecomte.
Les autorités françaises pouvaient-elles ignorer les risques? D'abord dans le Sahara algérien, puis en Polynésie. Entre 1960 et 1996, la France procède à 210 essais nucléaires, dont 45 dans l'atmosphère. 150 000 personnes, civiles et militaires, y ont participé, dont Jean Le Cardonnel. En 1970, il était à Mururoa. Technicien dans l'armée, c'est lui qui appuyait sur le bouton de mise à feu. Il l'a fait à 6 reprises. Aujourd'hui, à 57 ans, il est atteint d'une leucémie. Il se souvient que personne ne lui a jamais ordonné de prendre de précautions. La baignade était autorisée dans le lagon. On pouvait aller directement à terre et marcher correctement. Sauf une fois, pour le plus gros tir, on nous a dit d'attendre un tout petit peu. On a fait des mesures de radioactivité. Là, on nous a fait attendre 2 heures. Ces essais ont-ils provoqué un nombre anormal de cancers? Certains malades ont demandé à l'armée leur dossier médical. Mais à chaque fois, il manque une pièce essentielle, les relevés d'irradiation. Souvent le dossier a été perdu, qu'il est souvent indiqué qu'il ne disposait pas à ce moment-là de relevés dosimétriques, ou lorsqu'on a des relevés dosimétriques, on s'aperçoit qu'il y a des trous dans les relevés dosimétriques pour lesquels aucune explication n'est donnée. Soit par incapacité, soit par volonté délibérée, l'armée ne donne pas les informations qu'elle devrait donner. Aujourd'hui, alors que 2 juges d'instruction sont saisis, le ministère de la Défense promet d'apporter son concours dans les investigations. Les associations de victimes demandent, elles, la création d'un fonds d'indemnisation comme il en existe par exemple aux États-Unis. Justice encore, on connaîtra le 13 octobre prochain l'arrêt de la Cour de cassation sur l'affaire Battisti. L'audience avait lieu aujourd'hui et l'avocat général a demandé le rejet du pourvoi formé par l'ancien activiste italien d'extrême gauche contre son extradition. Rappelons que Cesare Battisti est en fuite depuis la fin du mois d'août. Vous vous souvenez sans doute de l'affaire Gigastorage. Elle avait connu un retentissement énorme il y a 8 ans car le président du Conseil général de Belfort, Christian Proust, avait été incarcéré pendant 15 jours. Il était soupçonné de pratiques frauduleuses dans le soutien apporté à l'entreprise Gigastorage qui devait créer des emplois dans son département. Eh bien, le procès se déroule cette semaine et Christian Proust vient d'être totalement blanchi par le procureur Dominique Verdeillan. 8 ans. 8 ans pour en arriver là. 8 ans que Christian Proust, l'ex-président du Conseil général de Belfort, clame son innocence. Mais 8 ans que la justice fait la sourde oreille. Jusqu'à hier soir, en toute fin d'audience, le procureur crée la surprise. J'abandonnerai les poursuites, dit-il. Christian Proust n'en revient toujours pas. J'ai vécu tout cela en m'endurcissant au fur et à mesure. Donc il me faudra quelque temps pour être complètement libéré de cela. Enfin, j'ai du bonheur bien sûr, mais il n'est pas encore total. Parce que ça a été quand même trop violent. Violent, ce 15 mars 96. La vie, la carrière politique de Christian Proust bascule. Après 2 jours de garde à vue, il est conduit chez le juge d'instruction. S'ensuit une mise en examen pour escroquerie, puis une incarcération qui va durer 15 jours. Il est soupçonné avec 4 autres personnes d'avoir mis en place un montage financier illégal pour favoriser l'implantation de la société Gigastorage, spécialisée en informatique. Le soir même, Jean-Pierre Chevènement, le maire de Belfort, dénonce les incarcérations. La libération de Christian Proust, de Jean-Pierre Maillot s'impose, je la réclame, et je demande réparation à l'État du tort immense qu'il a fait. Même le procureur général de Belfort rompt le silence pour critiquer la décision du juge. Moi, je dis qu'on n'a pas procédé correctement. Moi, c'est mon point de vue. Relax ou condamnation, c'est désormais aux 3 magistrats du tribunal correctionnel de décider. Christian Proust va devoir encore attendre. La décision ne pourrait intervenir que dans quelques semaines. Nouvelle manifestation des buralistes dans les régions frontalières. Avec l'augmentation des prix du tabac, de plus en plus de fumeurs vont s'approvisionner dans les pays voisins, l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg. Les buralistes souhaitent notamment qu'on limite le nombre de cartouches autorisées. Céline Crespi, Marianne Masse. Il vaudrait mieux que vous achetiez votre tabac en France, d'accord ? Petite leçon de morale, pas pour arrêter de fumer, mais pour acheter français. C'était ce matin sur la frontière luxembourgeoise ou celle avec l'Espagne. Distribution de tracts ou péage gratuit, les buralistes frontaliers se sont mobilisés. Les jeunes buralistes, on a pris un bureau de tabac et on se retrouve pratiquement dans l'impossibilité de payer nos créances, tout simplement. Ils estiment avoir perdu près de la moitié de leur chiffre d'affaires depuis la dernière hausse du tabac en France en janvier dernier.
Une raison évidente, leurs clients passent la frontière de plus en plus souvent pour des prix très attractifs. On est trop taxé en France, voilà pourquoi. Ça fait une grosse différence? Énorme, moitié prix. Pour leur survie, les buralistes souhaiteraient une harmonisation des taxes au niveau européen. En attendant, ils réclament une loi qui limiterait l'importation du tabac en France. Nous voulons 200 grammes par personne et pas plus, soit une cartouche. Les buralistes ont pourtant obtenu en décembre dernier un plan d'aide de 150 millions d'euros pour compenser leur perte de revenus pendant 4 ans. Économie encore, la presse quotidienne nationale va mal. Le constat n'est pas nouveau, mais la situation semble-t-il s'aggrave. Le Monde, Le Figaro ou Libération, les derniers chiffres des ventes sont en réelle baisse. En cause, entre autres, l'arrivée de la presse gratuite et la désaffection des jeunes. Daniel Wolfram, Éric Delagneau. Autour des universités, on trouve plus facilement des jeunes gens au portable que des étudiants en train de lire le journal. Vous n'avez jamais acheté de journaux particulièrement, de façon suivie? De façon suivie des magazines, mais magazines d'informatique, des trucs comme ça, plus spécialisés, voitures, mais pas sur les nouvelles du monde, non. Ouais, je dis pas parce que de toute façon on les voit dans les journaux télévisés le soir, donc pourquoi lire alors qu'on le voit à la télé? Et rares sont ceux qui dérogent à la règle. Le constat paraît brutal, il est corroboré par les anciens lecteurs qui, eux, continuent à acheter leur journal chaque jour et qui ont leur explication sur la crise de la presse. Peut-être pas une aussi grande besoin de l'écrit que ma génération, à mon avis. Ils se contentent plus facilement, puis à la concurrence aussi de la presse gratuite. La gratuité. Cette raison aussi est connue, le kiosquier en face de la fac confirme. Il y a 2000 titres de métro et 2000 titres de 20 minutes qui partent comme ça en 1h30. Il y a beaucoup de passages qui passent devant le kiosque, mais ils ne passent pas chez moi. Mais si l'explication était autre encore, si cette jeune génération en fait ne lisait plus les journaux comme avant. Le nouveau lecteur, aujourd'hui, il a grandi avec le temps réel du web. Il lit le Monde papier, parfois, pas toujours. Il peut le trouver trop cher, il peut le prendre un jour et pas le suivant. Et puis, il lit le Monde là-dessus aussi, lemonde.fr. 530 000 visites jour là-dessus. Plutôt qu'une crise, la presse écrite vit une pleine mutation. Le quotidien d'hier s'efface peu à peu devant ceci, un outil d'information permanent, un self-service. Politique, pas de surprise au Sénat. Le groupe UMP a désigné tout à l'heure Christian Poncelet comme candidat à la présidence de la Haute Assemblée. 95 voix contre 49 à Alain Lambert, qui plaidait pour un renouvellement. Christian Poncelet, 76 ans, est donc en bonne position pour se succéder à lui-même. Le scrutin aura lieu vendredi après-midi. À la veille de la rentrée parlementaire, les députés et les sénateurs socialistes se retrouvaient pour la première fois depuis la prise de position de Laurent Fabius en faveur du non à la Constitution européenne. La poignée de main avec François Hollande, elle était très attendue. Vous allez le voir, elle a bien eu lieu, mais elle en dit long sur le climat à l'intérieur du parti. Alexandre Cara, Anthony Masto. Ces derniers temps, entre Laurent Fabius et François Hollande, on évite les sujets européens et surtout, on ne s'attarde pas. Pourtant, pour les deux hommes, la consigne était claire. Au menu de ces journées parlementaires, le moins possible d'Europe et le plus possible d'attaques contre le gouvernement. Ce n'est pas le seul sujet qui compte. Aujourd'hui, dans cette rentrée, on a besoin d'une force socialiste, d'une force d'opposition qui montre les critiques indispensables à faire au gouvernement. C'était sans compter Jean-Marc Ayrault et un plaidoyer pour le oui à la Constitution qui en a surpris quelques-uns. Qui peut soutenir qu'il s'agit là d'un carcan libéral ? En tout cas, il me paraît trop commode de vouloir faire endosser à l'Union la responsabilité de ce que nous n'avons pas pu ou nous n'avons pas voulu faire. Résultat, une pointe d'agacement dans les rangs des Fabiusiens. C'est pas grave. Même si on peut attendre plus d'équilibre de la part d'un président d'un groupe équilibré sur la question. Bien décidé à ne pas jouer les seconds rôles, Laurent Fabius, qui ne figure pas parmi les orateurs inscrits, s'invite au programme pour une démonstration aux accents de non à la Constitution. En tant que socialiste, il faut, à l'écoute de la population et sans démagogie, que nous disions premièrement que les délocalisations, ça existe, que deuxièmement, c'est une menace. Réponse du tac au tac d'un partisan du oui. Les délocalisations sont un sujet, je crois que c'est un sujet qui est sans rapport avec le traité qui est devant nous et sur lequel nous débattons. À 2 mois du référendum interne, le débat européen semble plus que jamais impossible à éviter pour les socialistes. D'autant que d'après les premiers calculs, le oui et le non seraient à quasi-égalité.
Et toujours à propos d'Europe, ce mea culpa qui sème le trouble et provoque un réel malaise dans l'Union. La Grèce vient d'avouer avoir menti depuis plusieurs années sur le montant de son déficit pour passer sous le seuil imposé par le pacte de stabilité et échapper donc aux foudres de Bruxelles. Jean-Paul Chapelle. Les Grecs qui ont organisé les Jeux Olympiques sont peut-être aussi champions d'Europe de la triche comptable. Les déficits publics affichés depuis 2000 ont la beauté apparente de l'orthodoxie budgétaire, bien en dessous des 3% imposés par Maastricht. Le problème, c'est que ces chiffres étaient faux. Les vrais déficits avoués maintenant sont environ 2 fois plus élevés, une fraude dénoncée pudiquement par l'Office européen des statistiques. Le plus embêtant, c'est une mauvaise méthode de calcul depuis quelques années des dépenses militaires. L'astuce, le secret défense invoqué à l'époque par le gouvernement socialiste. Résultat, des dépenses militaires systématiquement sous-estimées. Arrivé au pouvoir au printemps, le nouveau gouvernement a réclamé un audit, une opération vérité qui accuse le précédent gouvernement. Si notre pays est discrédité, c'est à cause des alchimistes de l'économie qui ont masqué des dépenses et transféré des dettes aux générations futures. Une procédure d'infraction contre la Grèce est envisagée. Le gouverneur de la Banque centrale européenne, Jean-Claude Trichet, reconnaît qu'il s'agit d'un problème énorme. L'événement souligne surtout les lacunes en matière de contrôle. La Commission européenne devra tirer des leçons de ce nouvel accroc au règlement de l'euro. L'élection présidentielle américaine et les derniers préparatifs du premier débat télévisé entre George Bush et John Kerry, ce sera après-demain. Il aura lieu ici, à Miami, en Floride. Le président sortant est toujours en avance dans les sondages. Le scrutin aura lieu dans 5 semaines. Et vous le savez, c'est justement en Floride que s'était jouée l'élection, il y a 4 ans, avec un énorme cafouillage dans le dépouillement des suffrages. Question, l'organisation du vote a-t-elle été modernisée ? Réponse oui, mais un rapport commandé par le gouvernement américain vient de révéler que les problèmes ne sont pas tous réglés, loin de là. Pascal Golomer, Tristan Lebras. À chaque électeur, sa carte magnétique. Une machine à voter aussi simple qu'un distributeur de billets de banque. Il ne reste plus qu'à cocher sur l'écran la case de son candidat préféré, simple et infaillible. C'est ce que répète en tout cas à la presse Teresa Leport. C'est elle qui, en tant que responsable élue des opérations de vote du comté de Palm Beach, a sélectionné cette technologie. Plus rien à voir avec ces cartes perforées devenues tristement célèbres en 2000, lorsque les scrutateurs de Palm Beach examinèrent jour et nuit les bulletins litigieux. 29 000 d'entre eux avaient été finalement annulés. Teresa Leport s'en souvient, et pour cause, c'est elle qui à l'époque avait choisi ce type de bulletin pour le comté. Les démocrates l'ont désigné responsable du fiasco qui, d'après eux, a privé Al Gore de la victoire en Floride. Aujourd'hui, elle promet que tout se passera bien. Au cours de ces 3 dernières années, nous avons mené avec ces machines une centaine d'élections locales. Et les seules erreurs que nous avons eues, c'étaient des erreurs humaines. Une machine si parfaite que le constructeur n'a pas prévu de fournir un reçu à l'électeur pour preuve de son vote. Certains s'en accommodent très bien. Je sais comment cette machine fonctionne, je lui fais entièrement confiance, il n'y a aucun problème. Mais Palm Beach ne s'est pas remis de l'élection de 2000. Et cette absence de bulletins en papier a fait renaître toutes les rumeurs de manipulation des votes. La justice s'est saisie de l'affaire. Une affaire qui n'a rien d'anecdotique pour Ruth Pleva, anti-Bush convaincue. Je suis très inquiète. Je ne comprends pas pourquoi la machine ne remet pas un reçu à chaque électeur après son vote. Même quand on achète un tube de rouge à lèvres, on a un reçu. Les électeurs de Palm Beach se seraient bien passés d'être cette année encore sous les feux de l'actualité. Mais déjà, les avocats des 2 candidats fourbissent leurs armes, prêts pour une nouvelle bataille juridique dès le lendemain du scrutin. Et vous pourrez suivre ce débat, ou l'essentiel de ce débat, vendredi soir à minuit autour de Thierry Tuillier. Notez-le donc si vous êtes intéressé par cette campagne électorale américaine. Toujours aux États-Unis, une conférence très suivie en ces temps d'incompréhension franco-américaine, celle de Dominique de Villepin. Et il présentait l'un de ses livres et s'exprimait sur la lutte contre le terrorisme. À New York, Martine Laroche-Joubert, Alain de Chalvon. Le soleil n'était pas au rendez-vous, mais qu'importe. Dominique de Villepin aime New York, ville de son enfance et ville de son triomphe aux Nations Unies. C'était le 14 février 2003, 5 semaines avant le début de la guerre en Irak. Et c'est un vieux pays. La France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe. Triomphe qui lui avait valu d'être propulsé au rang d'ennemi public de l'Amérique par certains médias
proche de l'administration. De l'eau a coulé depuis sous les ponts de Bagdad et certains reconnaissent à demi-mot que l'ancien chef de la diplomatie française n'avait pas tort sur tout. Son livre « Un autre monde » a été traduit en anglais et il est l'invité d'émissions politiques prestigieuses. Le ministre écrivain ne mâche toujours pas ses mots. Le jour même où un pays est libéré, ce jour-là, les libérateurs sont perçus comme des occupants. Le ministre de l'Intérieur serait-il alors plus proche de l'Amérique que l'ancien titulaire du Quai d'Orsay? Pas vraiment. Appelé à prononcer un discours sur le terrorisme, domaine où la coopération entre les deux pays est excellente selon lui, Dominique de Villepin commence en brisant un tabou américain, la notion de guerre contre le terrorisme. Ces groupes terroristes ne respectent pas en effet le droit de la guerre. Pour lui, un terroriste n'est pas un soldat. Une guerre contre un ennemi invisible, imprévisible, opportuniste et changeant, par définition, elle a un immense inconvénient. C'est qu'elle donne un statut aux terroristes. Fin de journée à New York, le temps n'a pas changé, le climat peut-être. Au Proche-Orient, 2 enfants israéliens ont été tués aujourd'hui sur leur terrain de jeu par une roquette tirée depuis la bande de Gaza sur la ville de Sderot, dans le sud du pays, action revendiquée par le Hamas. En représailles, un hélicoptère a tiré un missile près d'un camp de réfugiés. Pour empêcher ces tirs, l'armée israélienne avait déjà fait une incursion dans le nord de la bande de Gaza, provoquant la mort de 3 Palestiniens. 2 autres ont également été tués à Jenin, où l'armée visait cette fois un chef du djihad islamique. Des affrontements quasi quotidien depuis 4 ans, depuis le début de la seconde intifada, on en parlait récemment. L'idée d'une paix négociée, vous le savez, n'est plus à l'ordre du jour et le Premier ministre israélien Ariel Sharon a décidé de procéder à un retrait unilatéral. Dans un premier temps, c'est la bande de Gaza qui est concernée. 7000 colons devront donc quitter leur maison, mais la plupart refusent ce départ. Reportage Charles Anderlin, Mossi Harmon. Les 7000 colons israéliens installés dans la bande de Gaza ne veulent pas entendre parler de retrait. Et ils rejettent du tout au tout l'idée de recevoir des compensations financières en échange de leur départ. Sharon va disparaître. Il n'y aura pas d'évacuation. Et cet endroit deviendra un jour une grande ville israélienne avec 20 000 habitants. Seuls 2 ou 3 colons ont accepté le plan Sharon. Meir Rothenstein, par exemple. Il n'a pas le moral, il sait qu'aucun client n'entrera dans son magasin. Les habitants de l'implantation le boycottent. En raison de la situation, de l'insécurité, mes enfants attendent le départ avec impatience. Ils veulent aller ailleurs, si possible pour Ashdod. Mais je ne pense pas que cela soit possible. Excusez-moi. C'est la radio des colons. Meir est interviewé en direct. Ils nous font ici un état Gestapo. Quand tu parles aux gens, ils leur disent « Bouclez-la, ne parlez pas ». Ils les appellent à la maison pour les empêcher d'exprimer leur opinion. Certains sont menacés de licenciement. Ces pressions sont inadmissibles. Toute chose démentie par les responsables de la colonie. À leur grande dame, journalistes et équipes de télévision se pressent devant le magasin. Nous considérons ces quelques personnes comme des marginaux. C'est une minuscule minorité qui ne représente pas les habitants de Gush Katif. Ils ne sont intéressés que par l'argent. De fait, les rares colons qui se renseignent sur les compensations éventuelles considèrent que les chiffres évoqués jusqu'à présent, 200 à 300 000 euros par famille, sont largement insuffisants. L'immense majorité s'oppose activement au retrait et ici, comme si de rien n'était, des ouvriers chinois construisent un nouveau quartier. Le salon de l'auto dans un marché difficile, la voiture française, on le sait, se porte plutôt bien. Mais il y a mieux. Au royaume de l'industrie automobile, le Japon, c'est un Français qui est roi. Il s'appelle Carlos Ghosn. Il a redressé la marque Nissan, qui est maintenant une filiale de Renault et dont les derniers modèles, vous le voyez, sont exposés également au salon. Il est devenu une référence et même une idole. Il fait la couverture des magazines comme Sophie Marceau ou Alain Delon. L'une de nos équipes a pu l'approcher et le suivre, ce qu'il accepte très rarement, à Tokyo, dossier signé Luc Bazizin, Nathalie Gallet. On m'a dit que c'était impoli de croiser les jambes au Japon, c'est vrai? Non, non.
5 ans après son arrivée à Tokyo, Carlos Ghosn se demande encore ce qu'il doit faire pour respecter les traditions japonaises. Le Français le plus célèbre du Japon est aussi l'homme le plus pressé. Il court d'un rendez-vous à l'autre pour communiquer sur la santé retrouvée de Nissan. C'est quand même la responsabilité du patron de l'entreprise de la raconter. Parce que le patron de l'entreprise doit la raconter dans l'avenir, dans le présent et dans le passé. Dans une mise en scène minutieuse, il devient aussi présentateur de sa propre réussite. Événement exceptionnel pour un constructeur automobile, il présente le même jour 6 nouveaux modèles simultanément. Souvent mis sur un piédestal par la presse, Carlos Ghosn a de quoi attirer les médias. Depuis son arrivée il y a 5 ans à la tête de Nissan, l'entreprise a vu son poids en bourse multiplié par 5. Dès le premier jour, il s'était déjà payé l'audace de promettre sa démission s'il ne réussissait pas dans les 3 ans. À cette époque-là, on était assez optimiste, mais on ne savait pas encore que ça allait marcher. Je dirais que quelques mois plus tard, on savait déjà que ça allait marcher en fait. Le parcours professionnel de cet homme se superpose à son itinéraire personnel. D'origine libanaise, né au Brésil il y a 50 ans, Carlos Ghosn suit en France ses études à Polytechnique puis à l'école des mines. Il se dit lui-même citoyen du monde. Un étranger qui est très marqué culturellement, pas une seule culture, je pense aura plus de mal à rentrer dans la société japonaise qu'un étranger qui est multiculturel, qui est, je dirais, par définition vu par eux comme étant ouvert à la culture japonaise. Départ de Tokyo pour le site de Nissan Diesel à 1h30 de route, accompagné d'un chauffeur et d'un garde du corps. Populaire au Japon, Carlos Ghosn a pourtant fermé 5 usines dans ce pays de l'emploi supposé à vie, tout en ouvrant d'autres sites aux États-Unis et en Chine. Dans 7 mois, il revient en France chez Renault, après une parenthèse de 6 ans, selon lui, sans idée préconçue. J'essaie de ne pas repartir avec les idées que j'avais en 1999 parce qu'elles sont déjà obsolètes. J'essaie de repartir avec mon expérience et avec une feuille blanche. Chacun de ses déplacements crée l'événement. Il a gagné le respect de tous par les résultats. Au bord de la faillite en 99, aujourd'hui Nissan pèse 2 fois plus lourd financièrement que son partenaire Renault. David a dépassé Goliath. Carlos Ghosn a une méthode, l'observation, l'écoute, puis l'action. Discours de motivation. Nissan est devenue l'entreprise la plus profitable au monde. Alors Carlos Ghosn continue de prêcher la bonne parole pour que cela continue. Le japonais de la rue est intrigué par cet homme et sa méthode. 15 livres écrits sur lui en seulement 5 ans, dont ce manga, une bande dessinée racontant son aventure. Plusieurs prix pour le récompenser, dont celui de meilleur papa de l'année il y a 3 ans. Le week-end, ce n'est plus lui qui dirige, ce sont ses 4 enfants qui le guident. C'est avec eux que j'ai découvert les nouvelles musiques, les nouvelles tendances, les nouvelles modes, les nouvelles couleurs, les choses qui sont dans le vent, les choses qui ne le sont pas. Et vous avez quand même besoin de le faire. Vous avez besoin de le faire si vous ne voulez pas vous retrouver dans la position du gars qui est complètement dépassé. Hein. Immortalisé au Japon, son prochain grand rôle sera en France à la tête de Renault en avril 2005. Il dirigera alors les 2 entreprises en même temps. Son espoir, que sa méthode soit autant applaudie chez nous. L'affront des caissières des hypermarchés Auchan de la région de Bordeaux. Elles sont 14 à avoir été licenciées. Motif, elles avaient récolté et utilisé des bons de réduction théoriquement destinés aux clients. Elles plaident la bonne foi, mais pour la direction, c'est du vol. David Bazier, Philippe Dumail. C'est pour avoir utilisé des tickets de réduction comme cela que 14 hôtesses de supermarchés Auchan se retrouvent licenciées. Des tickets normalement remis à la caisse lors du paiement des achats, mais que certains clients négligent et abandonnent sur place. Ça m'arrive des fois de les laisser à la caisse, suivant si ça me plaît ou ça me plaît pas, les articles. Certaines caissières ont utilisé ces bons de réduction abandonnés pour des sommes allant de 12 € à 100 €. Malgré la faiblesse des montants, pour ce responsable de la direction qui ne souhaite pas apparaître, consigne orale était donnée de jeter ces tickets. Il y a eu procédure de licenciement parce qu'il y a eu vol, point, voilà. Pour la déléguée du personnel, ces licenciements sans indemnité sont surtout des sanctions disproportionnées. Ils n'ont pas essayé d'adapter la sanction en fonction de la somme, par exemple. Ça a été une faute grave pour tout le monde, quelle que soit la somme. Il y a des hôtesses qui étaient là depuis l'été, donc relativement récentes dans l'entreprise.
Il y en a d'autres, par contre, qui avaient 10 ans, voire 15 ans d'ancienneté. Certaines hôtesses de caisse envisagent de porter plainte, notamment celles qui ont été licenciées pour 12 €. Une leçon d'énergie et d'optimisme maintenant. Voici l'un des livres les plus remarqués en cette rentrée. L'auteur Paul Melky n'a que 17 ans. Il est aveugle, muet et tétraplégique, mais ces quelques pages respirent la vie. Cela s'appelle Journal de bord d'un détraqué moteur, sorti aujourd'hui. Abdelmostefa, Rémi Poissonnier. Un coin de Bourgogne, du soleil. C'est un beau jour pour écrire. J'ai reçu de mes pères tout ce dont je suis dépourvu aujourd'hui, la croyance toute molle de la bonne conscience. Une histoire, une de plus, née du cerveau de Paul Melky, le fils. Et point, alors capital d'abord, capital. Et tapoté. Si tu veux modifier... Avec l'aide de Lucien Melky, le père. Je colle à mes parents comme un poulpe géant à sa proie. Je pense avec des songes portés par des singes agiles. Certains, avec leur vie à œillères, sans passion, sont aussi handicapés que moi. Paul est né infirme moteur cérébral, incapable de marcher, de parler, il voit à peine. On est pessimiste autour des Melky, mais eux s'acharnent. Des années d'efforts au quotidien, et puis ce jour de 98. Paul a 12 ans, l'orthophoniste propose aux parents une nouvelle technique pour communiquer. Elle a dit, écoutez, il faut essayer parce qu'avec tout le boulot que vous avez fait, ça vaut le coup d'essayer. Et elle a essayé, et c'est la première page du livre qui est sortie. Mais là, je ne sais pas comment vous dire, quand on n'y croit pas vraiment. De jour en jour, l'écriture va s'étoffer. Dans son journal de bord, la mort, la maladie, le désir, Paul parle de tout, sans tabou et souvent avec humour. Et quand vous lui demandez si écrire est vital à ses yeux, voici sa réponse. Ni vital ni nécessaire, mais un bonheur. Allez, on y va. Autre moment de bonheur, celui d'aller à l'école. Après 3 ans passés dans la classe unique d'un village, au vu de ses capacités, Paul a été accepté comme auditeur libre dans le lycée de Charolles. Il y vient pour apprendre, comme les autres. Mais parfois, les adolescents travaillent sur ses propres textes. 6 mouvements, 6 poèmes. Ah, les élèves sont impressionnés, sont impressionnés. Oui, par ce pouvoir, cette force des mots. Quand j'ai découvert ces poèmes, on les a lus en classe et là, il y a eu un vrai choc. Ouais. Pas jusqu'au point là, seulement, pas descendre plus bas. À ce jour, et en dépit de tout ce qu'on avait pu prédire à sa naissance, Paul a écrit une autobiographie, des nouvelles Peut-être même pas jusqu'au et une centaine de poèmes. Chapeau bas, monsieur Melky. Il fait moins chaud qu'hier. Hein. Les sports et cette disparition qui vient rappeler que le rallye reste une discipline dangereuse. Richard Cinct, triple vainqueur du Paris-Dakar, a été victime d'un accident mortel aujourd'hui pendant le rallye des Pharaons en Égypte. Il avait 34 ans, Nathanaël de Rinxin, Aaron Tanzit. Parti du Sphinx et des pyramides, ce rallye d'Égypte devait être un des plus beaux de l'année. Un rallye astreignant mais amusant, disait Jacques Lix, l'organisateur. Depuis aujourd'hui, le rallye des Pharaons est en deuil. Richard Cinct est mort, victime d'une chute au kilomètre 285 de la 4e spéciale, quelque part entre Baharia et Siwa, dans ce désert qu'il aimait tant. Ce matin, il avait déjà chuté au kilomètre 180, il s'était fait ramasser par Fabricio Meoni, l'italien. Il est reparti au kilomètre 285 et c'était la chute fatale. Et il est mort sur le coup. Vainqueur du Dakar-Le Caire en l'an 2000, vainqueur du rallye des Pharaons en 2002, Richard Cinct connaissait bien le désert égyptien. Aujourd'hui, c'est sur une piste semblable à celle-ci, sinueuse et sablonneuse, que le Français a chuté. C'était un garçon très réfléchi, très posé, qui préparait ses courses, très professionnel. Et il n'y a pas de mots, quoi. Je comprends pas ce qui a pu se passer. Je comprends pas. Franchement, je suis très touché. L'émotion est très vive dans le monde des rallyes. Richard Cinct était un garçon apprécié tant pour ses qualités humaines que pour ses qualités de pilote. En 15 ans de carrière, il a remporté le Dakar à 3 reprises, une performance qui fait de lui un des champions les plus titrés de l'histoire des sports mécaniques français.
Du football, la Ligue des Champions, encore une défaite pour le PSG, 2-0, le match vient de s'achever, c'était à Moscou, but signé Semak et Love. Les Parisiens sont derniers de leur groupe, ils n'ont donc pas marqué un point. Un rappel, Monaco hier, toujours en Ligue des Champions, a battu la Corogne, 2-0, but signé Calonne et Saviola dans les 10 premières minutes. Voici l'un de ces buts. Victoire également de Lyon, 2-1 à Prague. But lyonnais signé Essien et Viltord ici. Petit dribble sur le gardien. Lyon qui partage la première place du groupe avec Manchester. Variété pour terminer avec le retour sur scène de Sylvie Vartan au Palais des Congrès à Paris. Emmanuel Lambert, Régis Maté. « 40 ans de carrière, 40 ans de métamorphose. C'est le grand retour de Sylvie Vartan. Zénith de Rouen, il y a quelques jours seulement. Derniers ajustements avant le concert. Elle n'était pas montée sur scène depuis plus de 6 ans. Vous savez, les premières, c'est comme les dernières. C'est toujours un petit peu plus difficile. On a le cœur qui bat, on est anxieux. Et puis moi, j'étais surtout anxieuse de vous retrouver. Et pour ces retrouvailles, un spectacle de plus de 2 heures. Entourée de 10 jeunes musiciens et de 7 danseurs, elle enchaîne nouvelles chansons et tous les tubes qui ont fait d'elle l'égérie des années yéyé. Et toujours cette même question depuis plus de 30 ans. Qu'est-ce qui te fait pleurer les blondes? Qu'est-ce qui te fait tourner le monde? Qu'est-ce qui me fera souffrir? C'est pas toi qui peux le dire. C'était des années très gaies, la musique était très gaie, très rythmée, très mélodique et très joyeuse. Et c'est pour ça qu'elle perdure en fait. Même si elle chante quelques titres en playback, Sylvie Vartan n'a rien perdu de son dynamisme. Elle prouve une fois de plus à son public qu'elle est toujours la plus belle pour aller danser. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Isabelle Martinet. 21h, Juliette Lesage, médecine pour tous. Minuit et demi, dernier journal, Laurence Piquet. 1h20, démo de minuit, Philippe Lefebvre. Dès 6h30, Télématin, autour de William Lémergie. Dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Robert Hue. On se quitte sur ces images du retour sur Terre de Spaceship One. Deuxième vol dans l'espace réussi pour le premier engin spatial privé qui a dépassé à nouveau les 100 km d'altitude. On le disait récemment, les vols devraient ouvrir au public à partir de 2007. À demain.